Netflix, c'est une boîte qui marche pas trop mal. Ils ont 193 millions d'abonnés, ils ont déjà investi plus de 16 milliards de dollars dans la création et l'achat de contenu, et le cours de l'action Netflix en bourse a été multiplié par 20 en 10 ans depuis 2010. À ce stade, Netflix fait partie intégrale de la pop culture et même du langage, puisqu'on a une fameuse expression Netflix and chill. Mais il y a un autre point de vue, c'est que Netflix est un géant au pied d'argile parce que l'entreprise est chroniquement déficitaire et il y a de plus en plus de concurrents qui viennent arriver sur un créneau où, traditionnellement, ils étaient un peu tout seuls. Et les concurrents qui débarquent, c'est pas des petits poissons. On a Amazon, on a Apple, on a HBO et surtout Disney. Dans cette vidéo, on va parler de ces différentes boîtes, leurs forces, leurs faiblesses et est-ce que quelqu'un va finir par réussir à tuer Netflix ? Pour comprendre le succès de Netflix et pourquoi est-ce que toutes ces autres boîtes arrivent sur son terrain de jeu, il faut comprendre le concept de flywheel. Flywheel, c'est un terme anglais bien sûr, et généralement j'évite d'utiliser ces termes anglais dans mes vidéos, mais là il n'y avait vraiment aucune bonne traduction. La traduction technique, c'est roue d'inertie au volant d'inertie. Essentiellement, c'est une machine qui est difficile à démarrer, mais une fois qu'elle a commencé à démarrer, qu'elle prend de la vitesse et de l'élan, elle est très difficile à arrêter. Dans le cas d'un business, le flywheel décrit un cercle vertueux où faire une action rend la suivante plus facile, ce qui rend la suivante plus facile, qui rend la suivante plus facile, et ainsi de suite. Si on prend l'exemple de Netflix, voilà comment ça fonctionne. Plus Netflix a de contenu, plus il est facile d'attirer des nouveaux abonnés. Et plus il y a de nouveaux abonnés, plus il y a d'argent pour acheter du contenu. C'est donc un cercle vertueux qui est assez simple à comprendre. On imagine qu'au départ c'était assez difficile de lancer la machine, mais maintenant que la machine est bien lancée, c'est très difficile de rattraper Netflix sur la quantité de contenu ou sur le nombre d'abonnés. Mais vu comme ça, n'importe quelle entreprise qui a assez de budget peut se lancer sur le marché du streaming. Heureusement pour eux, Netflix a un ingrédient supplémentaire dans cette fameuse flywheel, et c'est l'algorithme de recommandation. Parce que plus il y a d'abonnés sur Netflix, plus il y a de gens qui regardent du contenu sur Netflix, plus Netflix a de la donnée, plus ils peuvent entraîner leur algorithme qui peuvent aider les gens à regarder encore plus de contenu, et vu que leur algorithme est meilleur et que les gens consomment plus, ils restent abonnés plus longtemps, il y a plus de nouvelles personnes qui s'abonnent, etc. Par exemple, les contenus de Netflix sont divisés en milliers de sous-genres, et ça va encore plus loin parce que les abonnés, eux aussi, sont divisés en plusieurs milliers de profils appelés des taste communities, des communautés de goût. Et c'est un point clé parce que la manière dont je vous ai présenté ce cercle vertueux est un peu caricatural. Parce qu'au final, si vous avez beaucoup de contenu au départ, c'est bien, mais à un certain point, vous en avez tellement que personne ne peut trier votre contenu et trouver ce qui les intéresse. Et donc à un certain point, ce qui est important, c'est pas de rajouter encore plus de contenu, c'est d'aider les gens à trouver dans le contenu que vous avez déjà ce qui va les intéresser et ce qui va les faire rester. Donc le fin mot de l'histoire, c'est que non seulement plus Netflix gagne d'argent, plus ils peuvent investir dans du contenu, mais aussi plus ils peuvent investir dans l'amélioration de leur algorithme et de leur expérience utilisateur. Et c'est donc grâce à l'accélération de cette flywheel que Netflix prévoit d'être rentable en 2021. Mais bien sûr, ils sont pas tout seuls, ils ont des concurrents, dont un a un flywheel encore bien plus avancé. Pour lister les concurrents, on va commencer par Amazon, qui a une position assez étrange sur le marché du streaming, puisque c'est pas du tout leur business principal. Leur business principal, c'est de vendre des produits, d'abord physiques et ensuite dématérialisés, moins chers qu'ailleurs, pour obtenir plus d'acheteurs, qui leur donnent plus de puissance pour investir et négocier les prix, qui leur donnent plus de produits à proposer et à des prix plus bas, ce qui leur donne encore plus d'acheteurs, ce qui permet de se diversifier dans différents business comme le cloud computing, qui leur donne plus de revenus, plus de puissance pour investir, etc. Donc si on simplifie de manière extrême, le flywheel de Amazon ressemble à celui de Netflix si vous remplacez streaming par produit physique. La question c'est donc dans cet écosystème, à quoi ça sert d'avoir du streaming vidéo via Prime ? Donc l'idée ici c'est que vous allez payer votre abonnement annuel à Amazon Prime pour avoir notamment une livraison plus rapide de vos produits, et le streaming est ajouté à cet abonnement-là. À quoi ça sert ? Une chose est sûre, c'est que ça ne sert pas principalement à créer des abonnés pour Amazon Prime, puisque seulement 11% des abonnés Prime disent avoir souscrit à l'abonnement pour le streaming. Donc c'est un système de bundle, vous voulez Prime pour la livraison rapide et gratuite, mais peut-être que la perspective de pouvoir profiter de telle ou telle série va réduire cette friction que vous ressentez à payer l'abonnement Prime. Mais beaucoup plus important, le streaming, ça améliore la rétention, parce que peut-être que vous n'avez pas souscrit à Prime pour le streaming, mais une fois que c'est gratuit, le streaming en plus de votre abonnement, vous allez regarder, et ensuite vous allez hésiter à résilier votre abonnement quand vous attendez la prochaine saison d'une série que vous adorez. Et cet enjeu de rétention est absolument clé pour Amazon pour accélérer leur flywheel général, avec plus de gens qui commandent plus de produits. Parce qu'aux États-Unis, il s'avère que les abonnés Prime dépensent en moyenne 1400 $ par an, contre seulement 600 $ pour les non-abonnés. Donc pour Amazon, la vraie valeur de Prime, c'est pas le prix que vous allez payer annuellement pour votre abonnement, ça c'est symbolique. La vraie valeur, c'est que vous allez commander plus souvent sur leur plateforme, et donc, de cette manière-là, le streaming améliore leur flywheel et la vélocité à laquelle ils vont faire tourner ce cercle vertueux. Parlons maintenant d'une autre boîte qui n'a a priori rien à faire dans le streaming, Apple. À l'origine, bien sûr, Apple s'est différencié de Microsoft et des fabricants de PC traditionnels en proposant une expérience plus intégrée et plus facile d'utilisation. Aujourd'hui, Apple continue sur cette idée centrale. Ils ont des appareils qui sont différenciés par le logiciel. Leur force, c'est une intégration très poussée entre l'appareil physique et le logiciel, ce qui permet de donner une meilleure expérience utilisateur. Un exemple de ça, c'est la fameuse puce M1 qui a récemment été développée pour être ajoutée dans les MacBooks. C'est une puce qui ne marchera que sur les ordinateurs Apple,
mais qui promet un gros boost de performance et un gros boost de batterie. Mais ces gains d'efficacité, ils vont surtout se faire sur les applications qui ont été spécifiquement optimisées pour cette puce, qui sont actuellement surtout les applications Apple. Il faut noter que c'est la même stratégie que l'iPhone, qui utilise des puces propriétaires depuis longtemps et qui a en pratique des performances qui sont largement supérieures à ce qu'il devrait avoir sur le papier, parce que cette intégration entre le logiciel et l'appareil est tellement poussée. Donc tout ça permet à Apple de se positionner comme une marque premium avec des produits qui sont à la fois simples d'utilisation mais qui ont des performances assez avancées. De temps en temps, ils vont faire l'événement avec un lancement de produits pionniers dans son domaine comme l'iPod, l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch. Et à partir de ces produits physiques, ils vont générer bien sûr plus de clients qui vont leur donner plus de budget pour faire de leur recherche et développement, qui va aussi créer un écosystème de logiciels propriétaires, que ce soit des applications iPhone ou des applications qui ont spécifiquement été optimisées pour les puces M1 sur les Mac. Tout ça va permettre de renforcer les performances par rapport à un PC ou un Android similaire grâce à cette fameuse intégration entre l'appareil et le logiciel, ce qui va renforcer leur positionnement, ce qui va leur permettre de vendre plus cher, ce qui va fidéliser leurs clients, ce qui va leur permettre de se différencier des concurrents. Et finalement, on a des clients qui dépensent plus dans l'écosystème, avec par exemple 75% des gens qui ont acheté l'Apple Watch 5 qui n'avaient pas d'Apple Watch avant et qui étaient sans doute des utilisateurs d'iPhone simple qui maintenant upgrade et tous les 3 ans, ils vont acheter l'iPhone plus la nouvelle Apple Watch. Donc Apple est dans une situation qui est assez similaire à Amazon où le streaming n'est qu'un élément de leur bundle. D'un point de vue assez simple, ça renforce la proximité avec la marque, ça contribue à son image premium et ça diminue la friction d'achat puisqu'on peut rationaliser que l'iPhone il coûte cher, mais on m'offre Apple TV+. Un autre point clé chez Apple, c'est qu'ils cherchent à maintenir la croissance de leur entreprise. Le problème, c'est qu'ils ont déjà saturé leur marché, notamment aux États-Unis, où la plupart des gens qui vont acheter un iPhone ont déjà un iPhone, et où la fréquence à laquelle les gens rachètent un nouvel iPhone commence à stagner et même à ralentir. Donc la question, c'est comment générer plus de chiffre d'affaires si vous ne faites pas plus de ventes. Il y a l'option d'augmenter les prix, et ça, Apple l'a fait. Mais l'autre option, c'est de trouver comment monétiser ces gens qui sont dans un écosystème captif d'utilisateurs d'iPhone. Par exemple, avec les fameux 30% de commission sur les achats d'applications et de contenu sur l'App Store, mais aussi le streaming musical, le streaming vidéo et tous les services qui sont additionnés. Et on sait aujourd'hui que le pôle service est un enjeu stratégique majeur chez Apple qui revient systématiquement dans les appels avec les investisseurs parce qu'ils vous expliquent que c'est comme ça qu'ils vont continuer à faire grossir leur boîte. Leur avantage, c'est bien sûr cette base de clients captifs qui utilisent des iPhones, c'est aussi de pouvoir intégrer cette expérience utilisateur entre l'appareil et le logiciel et le service, et par ailleurs avoir le contrôle de la plateforme leur permet parfois de mettre subtilement des bâtons dans les roues de leurs concurrents. On peut citer par exemple le conflit avec Spotify. Parlons maintenant du concurrent qui est dans la situation la plus proche de Netflix, qui est HBO. HBO, c'est bien sûr à l'origine une chaîne du câble avec 140 millions d'abonnés dans le monde et qui se dirige de plus en plus vers le streaming avec sa plateforme HBO Max. On est ici sur une flywheel qui est très similaire à celle de Netflix avec quelques différences. La première bien sûr, c'est l'ancienneté puisque leur première mini-série originale date de 79. Il en découle une réputation plus prestigieuse que Netflix avec notamment beaucoup plus de nominations et de récompenses. Et finalement, un point intéressant au niveau marketing, c'est qu'ils misent sur la curation humaine plutôt que l'algorithme de recommandation qui est la grande force de Netflix. Donc le modèle de leur plateforme de streaming est très similaire à celui de Netflix. Ce sont des pure players, la manière dont ils gagnent de l'argent, c'est effectivement en vendant des abonnements, mais il y a une ambition qui est moindre, en tout cas officiellement, puisque l'ambition de leur plateforme de streaming, c'est 75 millions d'abonnés en 2025. Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas HBO qui va tuer Netflix, et pourtant c'est intéressant de voir que Netflix a en grande partie répliqué leur stratégie quand ils ont commencé à produire du contenu original en misant sur quelques séries prestigieuses, à commencer par House of Cards en 2013. House of Cards, c'était quand même Kevin Spacey, qui est aujourd'hui complètement cancel, mais qui à l'époque était un grand nom pour une plateforme de streaming sur le web, et les 2 premiers épisodes qui sont réalisés par David Fincher, qui était bien sûr le réalisateur de Social Network, entre autres. Maintenant parlons du king, du mastodonte, du gros poisson, de la baleine du milieu du streaming, et c'est Disney. Le flywheel de Disney est absolument inégalé à ce jour, et d'ailleurs on pourrait dire que c'est Walt Disney lui-même qui a inventé ce concept de flywheel. Parce que pour le grand public, Disney c'est quoi? C'est un studio de cinéma qui s'est progressivement tourné vers les parcs à thème et les produits dérivés. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que ce niveau de diversification était déjà prévu et planifié dans les années 1940 par Walt Disney. Presque 50 ans avant les formats propriétaires d'Apple et Amazon, Walt Disney avait pensé son entreprise comme un écosystème. Et on a ce fameux schéma dessiné par Walt Disney lui-même qui explique la stratégie et l'intégration entre les différentes parties de la flywheel. L'idée de base, bien sûr, c'est que Disney fait rentrer les consommateurs dans son univers avec les films qui créent les personnages. On va ensuite pouvoir retrouver ces personnages Disney dans les parcs d'attractions et les bandes dessinées. Dans les films, il y a des chansons. Ces chansons vont être déclinées en spectacles musicaux. Il y a même des spectacles musicaux de Disney qui se font sur patins à glace. Ils vont vendre des disques, ils vont être sur Spotify, ils vont faire des centaines de millions de vues sur YouTube. Les parcs d'attractions sont essentiellement d'immenses boutiques de produits dérivés. Et en plus de ça, ils vont être un moyen de renforcer l'attachement des enfants aux personnages puisqu'ils peuvent avoir une photo avec leur
princesses préférées. Et en plus de ça, les parcs d'attractions font l'objet de reportages qui sont diffusés à la télévision et donnent envie au public de visiter ces parcs. On a même des cas incroyables où la boucle est bouclée. Par exemple, Pirates des Caraïbes était à l'origine une attraction dans les parcs Disney qui est depuis devenue des films sur lesquels ont été basées d'autres attractions. Le point clé ici, c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les personnages, les univers qui sont à l'origine générés dans les films, qui vont être renforcés par chaque point de contact et qui vont être monétisés mieux que n'importe quelle entreprise au monde est capable de faire dans le reste de l'écosystème. Et la propriété intellectuelle est tellement importante pour la stratégie de Disney que quand ils ne peuvent pas la créer, ils la rachètent. On peut par exemple citer les exemples de Star Wars et de Marvel Studios qui sont deux des plus grosses acquisitions dans le domaine des médias de tous les temps. Et dans ce jeu de l'offre et la demande, Disney peut se permettre de payer beaucoup plus cher que n'importe quel concurrent pour une même licence parce qu'ils sont tellement plus forts pour les monétiser. Netflix a bien sûr commencé comme un service de location de DVD, donc quand ils sont lancés dans le streaming, ils l'ont pensé comme une alternative à la location de DVD. Et il a fallu attendre 2013, 6 ans après leur premier service de streaming, pour qu'ils sortent leur première création originale qui était House of Cards. Et au départ, cette stratégie avait beaucoup de chance, puisqu'il était relativement facile de négocier avec ces grands studios pour qui le streaming n'était pas une grande priorité, et donc Netflix leur apportait simplement une source de revenus supplémentaire qui leur coûtait pas grand chose. Mais plus Netflix s'est mis à grossir, plus les studios se sont mis à se poser des questions. Ils se sont demandé s'ils devaient pas se débarrasser de l'intermédiaire et faire leur propre plateforme de streaming, ce qu'ils ont fait avec Hulu aux États-Unis et maintenant avec Disney+. Donc assez rapidement, il est devenu clair que la propriété intellectuelle était le point faible de Netflix. Et donc ils se sont mis à faire des investissements pharaoniques, non seulement dans leurs propres séries, mais aussi dans leurs propres univers et personnages. À force de signer des chèques, ils ont réussi à se créer un catalogue assez emblématique comme Stranger Things, The Witcher, Casa de Papel, Umbrella Academy, Tiger King, Emily in Paris ou des classiques comme House of Cards et Orange is the New Black. Et bien sûr, on est sur la fameuse flywheel, ce qui veut dire que plus vous avez d'utilisateurs, plus il est facile de lancer des produits. Par exemple, le premier épisode de la saison 3 de Stranger Things aurait été regardé par 19,2 millions de personnes sur les 4 premiers jours, soit presque autant que le dernier épisode de Game of Thrones qui avait fait 19,3 millions. Mais le problème pour Netflix, c'est que même s'ils sont en train de rattraper leur retard en matière de propriété intellectuelle, Disney a 92 années d'avance, puisque Mickey Mouse a fait sa première apparition en 1928. Même si on laisse de côté la propriété intellectuelle rachetée via Fox et Marvel et Star Wars, le catalogue de Disney est largement supérieur à celui de Netflix grâce à une stratégie de flywheel qu'il pousse depuis quasiment 70 ans. Et donc, un point clé de la stratégie de Disney, c'est la nostalgie. Disney vise les enfants et les adolescents, et c'est devenu une institution, la référence incontournable du divertissement de jeunesse dans votre esprit. Quand vous êtes adulte et que vous devenez parent à votre tour, vous aurez bien sûr le réflexe de faire consommer du Disney à vos enfants. Par exemple, le remake d'Aladdin, un film qui a bercé l'enfance de beaucoup de gens, a fait plus d'1 milliard de dollars de recettes, alors que fondamentalement, les critiques elles étaient pas bonnes. Quelques années plus tôt, le remake de La Belle et la Bête avait fait 1,2 milliard de dollars de recettes, alors qu'encore une fois, probablement, le dessin animé d'origine était supérieur. Finalement, le remake du Roi Lion a tout cassé avec 1,6 milliard de dollars de recettes. Et donc la flywheel de Disney est en partie une flywheel psychologique, qui est que vous aimiez les productions Disney quand vous étiez enfant, et donc vous amenez vos enfants voir les films Disney parce qu'on pense qu'ils vont aimer, et si en plus c'est un remake, on en profite pour faire notre propre trip nostalgique, et puis bien sûr, ensuite ce qui va se passer, c'est que quand vos enfants vont grandir, ils vont amener vos petits-enfants voir des films Disney qui sont le remake du Roi Lion. Si vous payez pour avoir le câble aux États-Unis, le coût moyen c'est de 217 $ par mois. Donc théoriquement, un foyer américain peut souscrire à toutes les offres de streaming et ils seront encore gagnants sur ce qui est payé sur le câble. Donc on peut en conclure que les commentateurs qui présentent la guerre du streaming sous l'angle de machin va tuer machin et le consommateur pourra pas s'abonner partout, ils n'ont pas vraiment compris quels sont les enjeux ici. Concrètement, il y a de la place pour plusieurs acteurs sur le marché puisque personne n'a un catalogue qui peut détrôner Netflix, même pas Disney. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le but de Disney, c'est pas de tuer Netflix, c'est de renforcer leur flywheel. Au-delà de la pandémie qui a bien sûr perturbé le cœur de leur business dans les parcs d'attractions et les salles de cinéma, le vrai enjeu du streaming pour Disney, c'est de construire une relation directe avec leur audience. C'est une forme de CRM. Parce que gagner de l'argent avec des tickets de cinéma n'a jamais été le but final de Disney. Ça a toujours été juste une porte d'entrée. Là où Disney a toujours été meilleur, c'est comment monétiser cette propriété intellectuelle via des produits dérivés. Et ce qui est le plus fort, parce qu'on est toujours sur une boucle, on est sur un serpent qui se mord la queue, c'est qu'en fonction des ventes de ces produits dérivés, ils vont savoir quoi produire ensuite. Et les films qui vendent le plus de produits dérivés sont ceux qui vont avoir des suites. Par exemple, même sur des gros films comme Aladdin et Le Roi Lion, Disney avait sorti des suites qui étaient direct to video, c'est-à-dire que c'est des suites qui ne sont pas sorties en salle. Mais Frozen 2 est sorti en salle plutôt qu'en vidéo directement, parce que Frozen, c'est une mine d'or en matière de produits dérivés. Vous imaginez pas la quantité de spectacles basés sur Frozen, les robes de princesse qui sont vendues, les cartables, c'est une mine d'or. Et donc, sans surprise, Frozen 2 a lui-même été un énorme carton avec 1,4 milliard de dollars de recettes. Donc Disney a toujours en partie décidé quel film produire en fonction
des ventes de produits dérivés, mais dès qu'ils ont leur propre plateforme de streaming, ils peuvent aller tellement plus loin en matière de données. Non seulement ils savent quel film les gens regardent le plus, mais ils savent aussi qui regarde quoi. Ils vont pouvoir cibler leurs produits dérivés à chaque personne. Si vous avez regardé beaucoup de Frozen dernièrement, ils vont pouvoir vous envoyer un email en vous disant vous voulez pas acheter une poupée Frozen pour votre fille, et vous pouvoir analyser des corrélations entre les gens qui aiment Frozen et les gens qui aiment telle autre série proposée par Disney. Et c'est quasiment sûr que c'est les films qui ont le plus de popularité dans le catalogue ancien de Disney qui vont être refaits, qui vont sortir en salle ensuite. Le fameux tout ça, c'est bien sûr d'accélérer la flywheel de Disney. Plus de données, plus d'attachement aux personnages, plus de manières de les monétiser. Disney devient encore plus gros et encore plus puissant. Analyser le marché du streaming, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup d'exemples de leviers stratégiques qui aident un business à réussir. D'abord, on se rend compte que l'important pour une boîte, c'est pas de tuer ses concurrents, c'est d'accélérer sa flywheel en interne. Donc concrètement, ni Apple, ni Amazon, ni Disney ne cherchent particulièrement à tuer Netflix. Mais il s'avère que le streaming vidéo, c'est un service qui est assez différenciant et qui aide ces boîtes avec des stratégies différentes à fidéliser leurs clients. Tout ça vient de cette fameuse propriété intellectuelle, puisque si vous avez une série qui fait le buzz, les clients sont obligés de venir chez vous pour la regarder. Il n'y a pas vraiment d'alternative ou de moyen de la répliquer chez un concurrent. Par ailleurs, la production d'une série, c'est un coût fixe. Donc si vous avez des millions de clients et que vous avez la propriété intellectuelle perpétuelle d'une série, vous pouvez rapidement amortir des grosses productions. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, sur la sortie d'un film en salle qui a moins de manières d'être monétisé sur le long terme. La leçon, si vous êtes entrepreneur, c'est que vous devez comprendre la flywheel qui va accélérer votre business et appuyer dessus dès que vous pouvez. Au début, ça sera lent, ça sera compliqué, mais au fur et à mesure, votre business se met à accélérer et tout devient plus facile. Ensuite, vous devez chercher ce que vous pouvez ajouter en bundle à votre produit, qui vous coûte pas trop cher, mais vous aide à vous différencier. Finalement, demandez-vous comment vous pouvez investir dans une chose une fois et vous en servir pendant des années pour amortir votre effort sur le temps. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Vous n'êtes sans doute pas abonné à ma deuxième chaîne, donc faites-le en cliquant en dessous. Et bien sûr, laissez-moi un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format.